Eh bien, c'est ce même scénario que nous voyons se mettre en place. Je vous le dis avec toute la force de la gravité que je peux mettre dans un discours. Ne l'oubliez jamais, et vous particulièrement, la jeune génération. Les blessures se rouvrent d'abord sur les vieilles cicatrices. Il n'est pas bon qu'en Europe, un peuple quel qu'il soit, une nation quelle qu'elle soit, donne le ton aux autres, ou veuille d'une façon ou d'une autre dominer. En Europe, il n'y a de paix durable qu'à la condition de la stricte égalité entre Allemands et Français. C'est sur cette base qu'a été constitué d'abord le marché commun, puis l'Union européenne. Tout déséquilibre, qu'il soit en faveur de l'un ou de l'autre, ne peut conduire qu'au chaos. Eh bien, nous voyons aujourd'hui quelque chose d'absurde. Il est normal que le gouvernement allemand, élu démocratiquement, à droite, applique une politique de droite, dans l'intérêt d'une catégorie bien précise de la population, c'est-à-dire dans une population, comme vous le savez, qui est vieillissante, en faveur de cette fraction de la population âgée et retraitée qui vit des retraites par capitalisation. Leur intérêt est donc qu'il y ait des cours de bourse élevés, parce que c'est ça qui permet de payer les retraites, et un euro fort, parce que c'est ce qui permet d'en assurer le pouvoir d'achat. Ils ne peuvent accepter une monnaie fondante, parce que ce seraient leurs économies qui fonderaient. Mais nous les Français, nous sommes un peuple jeune, de plus en plus jeune. Nous serons la première population en nombre d'ici 20 ans. Nous avons donc des besoins qui sont liés à la démographie de notre pays. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin d'instituteurs et d'institutrices, nous avons besoin de places de crèche, nous avons besoin de tout ce qui fait la vie de tous les jours, d'un niveau de soins élevé permettant à la population de rester en bonne santé. Ces besoins justifient et nécessitent une dépense publique de haut niveau. Et cette dépense publique de haut niveau entretient l'activité. Voilà pourquoi le calcul que nous faisons, qui est de dire qu'en développant l'activité sur des bases écologiquement responsables, nous ferons vivre le pays. Nous comprenons que cela soit contraire à d'autres modèles économiques, mais ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est que s'impose à nous un modèle économique qui est le contraire de nos intérêts. Nous sommes donc pour qu'il y ait une discussion, un dialogue, que nous puissions convaincre. Nous ne pouvons plus accepter que les présidents de la République française nient la parole du peuple français. Quand il dit non, c'est non. Et quand un président prend l'engagement de renégocier un traité, il le renégocie. Il ne se moque pas de nous. Ce n'est pas par une espèce de manie, une espèce de crispation, une aventure idéologique qui ferait que depuis 2005, nous nous opposons au modèle de la hiérarchie des normes européennes qui place au-dessus de tout la concurrence libre et non faussée. Nous en étions là. Nous apprenons que le président de la République décrète qu'il ne supportera pas que la Commission lui dise blabli, blabla, etc. Comme toujours, il compte que le peuple, n'étant pas informé, avalera tout rond la couleuvre. Mais non. La Commission, Pierre vous l'a dit, je crois, tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez relevé, elle fait son travail. C'est prévu dans le traité. Il faut aller, nous les Français, le béret à la main, avec notre projet de budget. La Commission regarde, vous avez l'Android Olli Rehn, l'Android Barroso. Ils ont, comme les pianos à musique, une partition qui est déjà rentrée. Libéralisme, libéralisme, moindre coût du travail, retraite à bousiller, libre circulation, pas de taxes, pas de... D'accord ? Toutes les pages. Il revient et dit « Quick, vous avez tout faux, les Français ». C'est son travail, c'est prévu dans le traité. Et si nous ne redressons pas conformément à ce qu'ils nous ont dit, nous aurons une amende. J'attends de voir qu'ils viennent demander une amende aux Français. Je pense que ce jour-là, ils vont avoir quelques surprises. Parce que c'est pas pour rien qu'on est les têtes dures du continent. Hein. Comme disait un Italien, si l'Europe est un volcan, le cratère est à Paris. À Paris ou à Rennes, hein.
Nous en étions là. Le président de la République dit « Je veux un gouvernement économique ». Sapristi. Ça tombe bien, Sarkozy le voulait déjà et Merkel est d'accord. Et d'ailleurs, il y en a déjà un. Ça s'appelle la Commission. Ah oui, bon, ben ça fait rien, il aura fait semblant. Il aura en quelque sorte capitulé avec panache. Il prétend qu'il va proposer à ce gouvernement économique qu'on fasse l'harmonisation fiscale et sociale. Ben, il serait temps. Parce que nous sommes en train de mourir du fait qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale qui permet des différences de salaire telles qu'on délocalise à tour de bras. Je ne dis pas qu'on va régler le problème en une année, je ne suis pas fou. Je sais très bien que ça prend du temps, mais on a eu des critères de convergence, vous vous en rappelez? Non, vous en rappelez pas, mais enfin, pour le déficit, pour ceci, pour cela. Donc on peut avoir des critères de convergence sociale et dire, eh bien, par zone, on fait un SMIC, et puis après, à la fin, ça donnera un SMIC pour tout le monde. Mais on commence, on s'y met. On ne fait pas du bruit avec sa bouche pendant des années, à dire, on va faire l'harmonisation sociale, hein, ça on dit au bon peuple, et puis après, on s'en va signer des traités où il y a écrit, l'harmonisation sociale est strictement interdite. L'harmonisation fiscale est strictement interdite. Donc, le président Hollande nous a menti. Eh oui, nous en étions là. Et voilà maintenant qu'il faut que je fasse mon travail de député européen. C'est-à-dire que je vous informe. Nous en étions là, en train de nous battre pour essayer de constituer une Europe sociale. Notre patience est inépuisable, mais je crois qu'elle a atteint sa limite. Nous ne croyons plus qu'il suffira de vouloir changer ceci ou cela. Nous croyons, au front de gauche, qu'il faut refonder l'Europe. Et par conséquent, que cette refondation, cette fois-ci, ne commette pas l'erreur de toutes les tentatives précédentes de construction par le sommet. Il faut que ce soit le peuple qui s'y mette. Dans un processus qui l'implique, je vais vous dire comment dans un instant sans doute. Mais maintenant, mes amis, ce n'est même plus la peine de penser que vous avez une petite chance d'arriver à changer cette Europe. Je vais vous dire pourquoi. Pendant des années, sans que vous soyez informés de rien, et en dépit des efforts que nous avons faits, je pense au travail du journal L'Humanité, ou à mes propres efforts avec mes petites brochures et mes conférences, pendant des années, c'est mûri quasiment en secret, quoique ce fût public, mais protégé par le silence des uns et des autres. Une construction d'un type absolument nouveau qui s'appelle le grand marché transatlantique. Les États-Unis d'Amérique ont en quelque sorte mis en route un processus d'annexion de l'Union européenne. Et en janvier dernier, le président Obama a dit « il est temps de construire un grand marché, etc., etc. », comme si c'était une nouveauté. Moins d'un mois après, les deux androïdes, Barroso et Van Rompuy, sont accourus à New York, sans rien demander rien à personne. New York ou Washington, je ne sais plus auquel des deux endroits. Ils sont arrivés avec la parole qu'il fallait avoir. Où est-ce qu'on signe? Personne n'a eu à se prononcer sur cette affaire. Je parle des parlements nationaux. Le Parlement européen, oui, s'était prononcé à plusieurs reprises. Le président français, lui, n'a rien dit. Peut-être qu'on a oublié de le prévenir ou que ça ne l'intéresse pas ou qu'il compte pour beurre. Mais en tout cas, la France n'a rien dit. Qui ne dit mot, consent. Le Parlement européen vient de se prononcer en faveur de ce grand marché transatlantique. Et les Français ont dit « Ah oui, mais pas l'exception culturelle !» Oui, d'accord. Oui, nous avons raison de protéger notre capacité autonome à faire du cinéma, à produire nos propres images. C'est une grande conquête des lendemains de la libération que ce système qui fait qu'il y a encore un cinéma français. Je ne vous l'explique pas à cette heure, mais c'est un système original. Il a un gros défaut, il est à vocation collectiviste. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le marché. Ceux qui fréquentent le cinéma payent pour les prochains films. C'est un peu un système étrange vu des États-Unis d'Amérique. En France, c'est banal, mais là-bas, non. Mais il ne faudrait pas qu'au nom de l'exception culturelle, on nous fasse avaler tout le reste du traité. Et que pour défendre le cinéma, il faille accepter, dorénavant, l'unification des normes écologiques et sociales entre les deux continents. Pourquoi? Parce que si le principe clé est la concurrence libre et non faussée, cela signifie que dans tous les compartiments, la norme qui sera acceptée
ce sera la norme la moins disante, puisque c'est elle qui représentera le moins de contraintes. Tout le monde suit? Ça se déduit comme... Si tu dis non, je recommence. Une fois, j'ai réexpliqué le système des impôts, ça a pris 2 fois 20 minutes. Bon, tout le monde a compris. Mais mes amis, ce que vous devez entendre, c'est que ce n'est pas simplement un marché. Je sais bien que vous demandez de quoi je suis en train de vous parler, mais ça va travailler, ça va diffuser. Ce n'est pas seulement un marché commun qu'ils vont organiser, ce sont des normes communes. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir vous régaler du poulet lavé au chlore. Ça vous dit? Un petit bout de bœuf aux hormones. Et ainsi de suite. C'est de ça dont il est question, mes amis, mes camarades. Le lien entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le voilà. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique sont entrés dans une compétition avec le reste du monde où ils craignent pour leur première place. Et ils craignent pour leur première place parce que c'est elle qui leur garantit la valeur de leur monnaie. Et que s'ils ne sont plus à la première place, ils devront éponger des milliards de dollars qui n'ont aucune contrepartie matérielle. Voilà dans quelle grande bataille le monde est engagé. Le reste, c'est des apparences. C'est l'organisation de la musique autour de cette compétition-là, qui est organisée autour des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que nous signifions vis-à-vis de tout cela. L'unique point d'appui qui existe en France pour résister à tout cela. Nous avons été les seuls à voter contre le grand marché transatlantique. Nous sommes les seuls à affirmer que la politique de l'offre ne mène aucune économie ou que ce soit d'humainement soutenable. Voilà les deux modèles, l'un en face de l'autre. Ah, bien sûr, c'est pas de ça dont vous entendez parler la plupart du temps. Vous entendez parler de mes bons mots, d'éventuelles disputes que j'aurai avec Pierre. Et pourquoi pas? Et pour une petite tartine, s'il vous plaît. Il n'y a pas une dispute municipale par là pour pourrir la vie? Bien sûr que non. Le front de gauche ne se laissera pas disperser. C'est un bien trop précieux. Et nous sommes en train